Bonjour à tous. Alors je vous présente un petit épée qui peut tomber en terminale S pour les épreuves expérimentales de fin d'année, donc les ECE. Et il s'agit d'un montage à ultrasons. Donc vous avez ici à l'écran une alimentation. Alors j'ai choisi ici pour cette expérience de prendre un GBF. Donc ici pour brancher mes transducteurs à l'épreuve orale de CE, on peut tout à fait vous proposer ce type d'alimentation. Il suffit simplement de brancher à une alimentation qui est fournie ce petit émetteur là, qui en fait est un oscillateur à ultrasons, et de relier les deux voies qui sont présentées là. Donc la première, par exemple, vous allez mettre un émetteur à ultrasons, et la seconde ici, vous allez brancher ça à la voie 1 de l'oscilloscope pour voir le signal. Alors moi ici, j'ai utilisé un GBF pour alimenter mes transducteurs. Alors j'ai choisi ici sur la voie de gauche l'émetteur à ultrasons. Donc c'est une membrane piézoélectrique donc qui peut convertir un signal électrique en onde acoustique. Et de l'autre côté, vous avez ici le récepteur, toujours piézoélectrique, donc qui va transformer cette onde mécanique acoustique reçue en signal électrique. Et là actuellement, je perçois les deux signaux à l'écran, l'oscilloscope, que je vais agrandir tout à l'heure pour expliquer ce qu'on peut le faire dessus. Alors, les ultrasons, on peut s'en servir puisqu'il s'agit des sons à haute fréquence, donc ça reste quand même des ondes longitudinales qui vont se propager dans l'air ici. Et on peut faire un certain nombre d'expériences et d'observations qui permettent de faire plusieurs expériences de mesure en TP. Alors je pense notamment, on peut mesurer une fréquence pour cet émetteur-là, une fréquence de résonance en fait. On peut mesurer une longueur d'onde du son qui se propage dans l'air, en déduire également la célérité. Et on a des applications, et celle que je vais vous présenter comme application, c'est celle notamment du sonar. Donc là, j'utilise un GBF tout simplement qui est relié à l'émetteur ici. Et en faisant modifier la fréquence à l'écran, vous allez pouvoir remarquer que le signal perçu par le récepteur va décroître. Donc si je baisse un peu la fréquence, on voit en réception, il n'y a plus rien. Et à un moment donné, si je l'augmente et je me mets à une fréquence bien particulière, j'observe un maximum pour le récepteur. On dit à ce moment-là qu'on a la résonance. Typiquement, ces émetteurs-récepteurs sont à 40 kHz en termes de fréquence. Et là, j'ai souhaité mesurer ça précisément à l'oscilloscope. À l'oscilloscope, vous pouvez voir les deux signaux générés. Donc ici, on voit j'ai mis actuellement l'émission ultrasonique. On voit 2, la réception des ultrasons. D'accord, donc on voit qu'il s'agit de signaux sinusoïdaux, parce que là j'ai envoyé des ultrasons type sinus. Cette étude ici, c'est pour vous montrer en fait comment on peut mesurer très simplement à l'oscilloscope la fréquence de ce signal, qui est en fait une fréquence de résonance, tout simplement avec la méthode par curseur. Donc je vais m'intéresser notamment à la réception ici où on voit le signal. Donc on peut changer la base de temps ou la position. Ce qui est important, c'est de repérer deux maxima successifs pour mesurer la fréquence du signal. Alors à l'aide des curseurs, on choisit comme ça les curseurs en position verticale qui permettent de mesurer très simplement période, fréquence ou déphasage si besoin. Ici, en positionnant un des deux curseurs à un maximum, je le positionne ici, je clique sur le bouton. Je vais me positionner à l'autre extrémum ici. Donc là, en fait, entre ces deux curseurs, si on est en temporel, il s'est écoulé une période, donc qui est mentionnée ici, un delta t ici, c'est la période, 26,2 microsecondes. Si je retape sur curseur, l'oscilloscope ici vous fait directement 1 sur delta t, c'est-à-dire 1 sur la période, autrement dit la fréquence. Et là, vous voyez, en termes de fréquence, je lis ici 38,10 kHz. Donc on s'approche effectivement des 40 kHz constructeurs, mais on n'y est pas tout à fait, donc on a une fréquence légèrement inférieure. Donc voici cette méthode à connaître absolument pour mesurer rapidement une période ou une fréquence d'un signal. Ensuite, comme expérience qui peut très bien être demandée en ECE, c'est de déterminer la longueur d'onde pour les ultrasons ici présentés. Donc j'ai mis de façon assez proche mes deux transducteurs piézoélectriques. Alors on remarque à l'écran que si j'éloigne comme ça progressivement le récepteur, on observe une atténuation de l'amplitude. Alors ça ne veut pas dire que le milieu ici est absorbant. En réalité, il s'agit d'ondes sphériques qui se propagent entre les deux. Donc ici, l'onde ultrasonore est sphérique et elle décroît finalement en 1 sur R. Donc ça, c'est pas forcément à savoir.
Mais ce n'est pas un problème d'absorption, c'est que la décroissance est en 1 sur R ici, R étant le rayon de l'onde sphérique. Donc par exemple, ici, vous voyez, mes deux signaux sont en phase. Donc il s'agit d'être assez précis après en termes de mesure. Et il suffit que je recule ici pour les retrouver de nouveau en phase. Donc je me trouve, voilà, la seconde position. À ce moment-là, on dit que j'ai translaté mon récepteur d'une longueur d'onde. Donc en réalité, si vous connaissez la position entre les deux transducteurs ici au début, au millimètre près, que vous laissez passer comme ça une période complète, là vous avez parcouru une longueur d'onde. Alors il faut être très précis pour faire comme ça, sachant qu'on est sur un réglé à 1 mm. Donc pour diminuer cette énorme incertitude, on préconise en général, comme il y a quand même atténuation de l'onde au fur et à mesure, de laisser passer comme ça 10 longueurs d'onde. Donc la mesure au départ, donc vous êtes prié de mesurer du transducteur à l'autre très précisément au réglé. Et vous laissez passer comme ça 10 longueurs d'onde. Donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors notez que l'amplitude est certainement atténuée, mais on a laissé passer 10 longueurs d'onde. Pour connaître la longueur d'onde, après cette expérience, il suffit simplement de remesurer au réglé précisément la distance et vous divisez par 10 l'écart de distance mesuré et vous allez obtenir la longueur d'onde. Il y a une méthode nettement plus précise, c'est de passer en mode XY à l'oscilloscope. On obtient ce que l'on appelle les courbes de Lissajous. Alors on ne demande pas de connaître la théorie là-dessus. Et si je bouge cette fois-ci le récepteur, on a des positions très particulières. Ici, c'est l'opposition de phase. On appelle ça une quadrature ici. Ce n'est pas la peine d'apprendre ces raisonnements-là. Et lorsqu'on a cette droite comme ça, là, qui est croissante vers la droite comme ça, on dit que les deux signaux sont en phase. Donc là, vous savez avec une grande précision que émetteur et récepteur sont en phase en termes de signaux. Et il suffit de reculer le récepteur comme ça, pareil, 10 fois. Donc là, vous voyez, on a une opposition, hop, on se retrouve en phase. On recommence, hop, on se retrouve en phase, etc., etc., 10 fois. Donc cette méthode-là a l'avantage d'être nettement plus précise en termes d'observation, puisque là, on a des courbes de Lissajous, ça reste assez précis. Et même chose que tout à l'heure, la distance mesurée, l'écart de distance mesurée, vous le divisez par 10, ce qui diminue d'autant l'incertitude de mesure, et vous obtenez la longueur d'onde. Donc suite à cette expérience, si vous regardez un petit peu le TP où on en est, vous connaissez la fréquence des ondes ultrasonores, autour de 38 ou 39 kHz. Vous connaissez la longueur d'onde, et donc en appliquant la formule du cours qui relie longueur d'onde, fréquence et célérité, vous allez en déduire forcément la célérité du son dans l'air. Donc je vais vous marquer comme ça sur l'écran mon petit calcul et les mesures que j'ai faites sur cette expérience. Donc on en déduit la célérité de l'onde en utilisant la longueur d'onde en mètres, faites attention, et la fréquence que l'on a déterminée en début de séance. Cela suffira pour déterminer la célérité du son. Alors à noter que cette célérité dépend notamment de la température. Donc si on veut comparer à des vitesses qui ont été calculées, des vitesses théoriques, on appelle ça des vitesses tabulées, il faut tenir compte de la température de l'expérience. Donc on pourrait très bien, à un oral, un ECE par exemple, vous mettre sur votre table un thermomètre. Cela a un intérêt, c'est-à-dire que il faudra mesurer la température de la pièce et comparer la valeur théorique qui peut être donnée. Et la valeur théorique sera forcément donnée à une certaine température. Alors on admet communément la valeur standard à température ambiante pour la célérité du son dans l'air. Elle est habituellement de 340 mètres par seconde. Et donc normalement, si vous avez bien manipulé, vous devriez trouver une célérité qui est proche de cette valeur-là. Alors dernière expérience, il s'agit du montage du sonar. Donc cette fois-ci, j'ai mis côte à côte émetteur et récepteur. Et ils regardent tous les deux. Alors évidemment, quand on fait des mesures, attention de bien maîtriser ici le parallélisme. Il faut que les deux transducteurs soient exactement au même niveau. Donc on fait ça avec la règle ou l'équerre. Et en face, j'ai placé un obstacle assez rigide, donc avec une forte impédance acoustique. Autrement dit, les ultrasons vont se réfléchir sur cet obstacle. Donc c'est le principe de l'écho. Donc quand on passe une échographie, par exemple, pour les femmes enceintes, par exemple, ou pour tout autre cas. Ou alors c'est le principe du sonar, donc par exemple l'application des sonars sous-marins pour les bateaux en général.
La différence avec les étapes précédentes, c'est que j'ai alimenté mon émetteur en pulse. Autrement dit, si vous voyez à l'écran, on a de temps en temps une impulsion qui descend et on revient à l'origine. On appelle ça des pulses, dans des impulsions très courtes. Ce qui m'a amené à modifier un petit peu mes réglages. Donc je suis autour de la centaine de Hz cette fois-ci pour modéliser ce principe du sonar. Voilà. Alors en ECE, vous aurez le matériel nécessaire pour réaliser ces impulsions qui sont très brèves. Et on remarque l'écho. Autrement dit, l'onde va se propager dans l'air à la célérité que l'on connaît. Une réflexion ici sur le mur et on a une réception ici. En termes de réception, on a un écho, on appelle ça un écho. Et alors vous remarquez, entre l'émission ici et l'écho, il s'est passé un laps de temps. Donc en fait, c'est le temps nécessaire pour l'aller-retour des ultrasons. Et grâce à un calcul très simple entre célérité, distance et temps que vous connaissez, donc célérité, c'est la distance parcourue sur le temps, on est capable d'en déduire la distance séparant la partie ici, réflexion, de l'émission. C'est vraiment le principe de l'échographie. Alors effectivement, après, si je m'éloigne comme ça, si j'éloigne le récepteur, on voit que l'écho s'éloigne du signal. Donc là, on a un déplacement sur la droite. Donc la durée d'aller-retour est nettement plus importante, ce qui est normal. Donc on est capable, en évaluant cette durée-là de l'aller-retour, d'en déduire la distance séparant émetteur-récepteur de l'obstacle. Donc on va mener à bien ce petit calcul. Je vous mettrai aussi à l'écran mes résultats pour que vous ayez des exemples numériques. Autre cas, si je rapproche un petit peu l'obstacle, on peut disposer, c'est le cas lorsqu'on fait une échographie humaine, des obstacles assez légers. Alors je pense notamment ici, si je mets donc un petit papier mouchoir qui a été effeuillé pour être très très fin, à l'écran, que se passe-t-il? On voit un écho supplémentaire qui arrive devant, d'accord? Parce que en fait, les ultrasons, la majeure partie de l'énergie traverse cette feuille et réfléchit sur la paroi rigide derrière, d'accord? Cependant, on a un petit écho qui arrive devant, qui correspond à une partie de l'énergie qui a été réfléchie par ce petit papier. Donc si on a ce petit écho, on est capable de savoir à quelle distance il se situe de l'émetteur-récepteur. Et c'est exactement le principe de l'échographie humaine. On est capable de savoir la densité, la distance séparant les différents organes entre eux. On pourrait modéliser cette feuille de papier par un organe assez mou qui est relativement transparent aux ultrasons. En revanche, on pourrait modéliser la paroi ici qui a une forte impédance acoustique par un os, donc qui réfléchit très fortement les ultrasons. Je vous ai présenté ici à l'écran de l'oscilloscope le principe du sonar ou de l'échographie par exemple. On voit donc ici l'impulsion qui est nulle, une impulsion assez courte, on revient à la nullité, et l'écho qui prend un certain temps pour faire l'aller-retour, donc c'est cette durée-là qu'on va évaluer tout de suite. Avant ça, je vous présente également, lorsqu'on met le petit papier comme ça devant, on voit un écho supplémentaire qui apparaît devant. Et donc, il est possible de déterminer exactement la position de cette feuille de papier par rapport à l'émetteur-récepteur qui correspond en fait à la sonde de l'échographe lorsqu'on passe une échographie. Comment mesure-t-on cette durée d'aller-retour? Toujours en mode curseur. Donc, vous voyez ici, je vais placer mon curseur à l'écho. Et la seconde partie du curseur, évidemment, à l'émission ici. Voilà, la chute du signal qui est représentée ici. Donc à ce moment-là, à l'écran, vous avez cette durée. Alors faites attention, c'est la durée de l'aller-retour. Donc la distance que l'on va obtenir, ce sera la distance de l'aller-retour. Il ne faudra pas oublier de la diviser par 2. Et là, vous pouvez lire à l'écran delta t. Donc delta t, c'est homogène à une durée. On voit ici 1 milliseconde. Donc en fait, le son, l'ultrason, a mis 1 milliseconde pour faire l'aller-retour entre l'émetteur et l'obstacle. Voilà pour ce petit exemple d'expérience que l'on peut mener assez simplement en prévision des ECE. On peut très bien vous proposer un sujet qui utilise ultrasons. Les applications les plus courantes sont celles que l'on fait en TP en cours d'année, donc l'utilisation du non longitudinal à haute fréquence, autour de 40 kHz. L'exploitation de ces deux transducteurs piézoélectriques pour déterminer une fréquence à l'oscilloscope, une longueur d'onde, une célérité.
Et ensuite, on peut vous demander une application quelconque. Moi, j'ai présenté le Sonar, qui est une application ultra classique à vraiment maîtriser. Donc voilà pour cet exemple. Ce qui va être important pour vous, c'est donc de savoir mesurer avec la plus grande précision toutes ces notions, notamment à l'aide du réglé, ne pas vous tromper dans la précision de mesure, également à l'oscilloscope. Il y a souvent des appels professeurs en ECE où on doit vous évaluer sur votre capacité à manipuler évidemment tout seul et à être très précis. Il ne faudra pas omettre dans tous les cas également des calculs d'incertitude. On peut vous demander un calcul d'incertitude notamment pour la célérité par exemple. Voilà, bon courage à tous, merci pour votre écoute.